cet épisode commence pas comme les autres parce que c'est pas un épisode comme les autres. Cette fois, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. J'y reviens sur ma vision de l'écologie, comment mon podcast The Big Shift et mon entreprise ont façonné mes convictions ces dernières années, et puis comment je navigue au gré de mes apprentissages et surtout comment je gère mes relations au quotidien en tant qu'écolo, et ça en particulier avec mon associé Jérémy. La personne qui a réussi à me faire me livrer avec autant de transparence, c'est Amandine Lafont. Elle anime le podcast Liens précieux qui cherche à comprendre comment la crise écologique et climatique affecte nos relations sociales. Si vous aimez cet épisode, c'est sûr que vous allez adorer ce qu'elle fait. Allez faire un tour sur son podcast, j'ai mis le lien en commentaire. T'en as rien à foutre de la planète ou... Chaque génération va critiquer la génération qui arrive. Je ne crois pas au modèle Amish. T'angoisses pas trop ? Ah si, j'angoisse. On écoute, on accueille inconditionnellement. Accepter que la nature des relations qu'ils entretiennent avec les autres change aussi. Nous sommes en train de nous séparer et de nous diviser. L'intime est politique. Je fais vraiment l'effort sincère de comprendre votre monde. Liens précieux, le podcast qui remet l'intime au cœur de l'urgence environnementale. Je suis Amandine Lafont et l'écologie, les autres et moi, c'est pas toujours ça. Vous non plus ? Alors retrouvez-moi 2 fois par mois avec mes invités qui partageront une expérience forte autour de l'impact de leur engagement sur leur relation aux autres. Épisode 14. Entreprendre entre potes. Comme 12% des couples français, mon conjoint Benoît et moi nous sommes rencontrés au travail. Nous avons même à plusieurs reprises fait partie des mêmes équipes, ce qui nous a valu quelques déconvenues. Car forcément, tout se télescope, le pro comme le perso. No job in job. Maintenant que nous sommes tous deux à notre compte, je me demande souvent comment ça pourrait se passer si nous venions à retravailler ensemble sur notre propre projet. Et même si nous partageons les mêmes convictions, nous n'accordons pas forcément la même importance à tel ou tel enjeu dans notre vision de l'écologie, et nous n'avons pas exactement le même rapport à l'argent. Pour ce dernier épisode témoignage de la saison 1, j'avais donc envie d'évoquer ce mélange des genres entre travail, relations extra-professionnelles et écologie. Et qui de mieux pour parler de ça que Xavier Seux, hôte du podcast The Big Shift, qui se veut être une porte d'entrée sur les sujets de transition écologique. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. Lui, c'est avec un de ses meilleurs amis, Jérémy Nabet, qu'il s'est associé pour fonder le studio de création de podcasts Echoes. Ce sont eux qui m'ont accompagné il y a 1 an dans la dernière ligne droite du lancement de Liens précieux. Et au vu de nos convictions communes, Xavier et moi avions vraiment envie d'enregistrer ensemble. Par un bel après-midi d'octobre, je me suis donc rendue chez lui à Paris pour concocter non pas 1, mais 2 épisodes pour nos podcasts respectifs. Vous pourrez donc me retrouver au micro de Xavier dans L'écologie, les autres et moi. Ma transition écologique affecte aussi les autres. L'épisode 148 de The Big Shift. Et moi aussi, j'ai l'impression que c'est bon ? Ouais. Ok. Bon, parfait. Magnifique. Bonjour Xavier, bienvenue chez toi. Ouais, merci, quel plaisir de se faire interroger sur place. Tu vois, j'utilise mon propre matériel. Je suis chez moi, tranquillement. Il y a l'intervieweur qui vient à la maison, c'est parfait. Parfait, hein. Pour Liens précieux, j'ai voulu me servir de l'expérience de Xavier pour apporter un éclairage sur les questions suivantes. Comment gère-t-on une entreprise créée avec une personne qui nous est proche, que ce soit via une relation de couple, familiale ou amicale, quand on a des convictions écologiques fortes et l'autre moins, mais aussi un rapport différent au business et à l'argent? Qu'est-ce que chaque partie peut respectivement apporter à l'autre? Mes parents m'ont toujours dit, mettre ses œufs dans le même panier, c'est risquer de tout perdre. Alors que la nature de la relation de base et des valeurs différentes multiplie les sources de conflits potentiels, quelles sont les clés pour qu'une telle association fonctionne? Xavier et Jérémy se sont rencontrés à 18 ans, en 2012, dans leur école de commerce post-bac. Ils sont amenés à y réaliser beaucoup de projets collectifs ensemble, et même à monter une association de soutien scolaire pour accompagner des jeunes d'un centre social de Boulogne-Billancourt. Leurs chemins se séparent lorsqu'ils partent à l'étranger, d'abord pour leurs études, puis pour leurs premières expériences professionnelles. Mais ils restent amis au sein du même groupe de 7-8 potes. Même s'il n'en a pas vraiment conscience et ne se revendique pas comme tel, déjà à cette époque, Xavier est vu comme l'écolo de la bande. Il faut dire qu'il vient d'une famille pour laquelle les valeurs de respect des autres et de l'environnement sont importantes. J'apprends d'ailleurs que Xavier a un frère jumeau, qui est ingénieur, dans une entreprise qui fabrique des panneaux photovoltaïques.
Mais Xavier a commencé à développer une conscience concrète des enjeux à l'époque où il monte, au sein d'un groupe d'emballage plastique industriel, une start-up de recyclage. Il intègre alors un collectif d'industriels nommé la New Plastics Economy, animé par la fondation Ellen MacArthur, où il découvre le concept des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Il réalise qu'en intervenant au 3e et dernier stade, son activité est loin d'être la panacée, et que les autres dimensions méritent sûrement d'être investiguées. Pendant ce temps, Jérémy, suite à un licenciement, s'est mis à rénover des biens immobiliers, dans le sillage de son père, à la tête d'une entreprise de plomberie et de bâtiment. En 2019-2020, tous deux se posent la question de quelle suite donner à leur carrière. Jérémy écoute beaucoup de podcasts. Xavier est passionné d'audio. Il fait notamment du chant et de la voix off. Il devient rapidement évident pour eux de s'associer pour monter leur propre agence de production de podcasts, Echo Studio, avec Jérémy en charge du développement commercial et Xavier plutôt sur les aspects techniques et la gestion. Cela m'amène à revenir avec Xavier à l'époque où il n'avait pas encore dépassé les 300 000 écoutes. Comment a réagi son entourage lorsqu'il a annoncé vouloir créer son podcast sur l'écologie ? La toute première fois que j'ai dit que je voulais lancer un podcast sur la transition écologique, je l'ai raconté à mon frère jumeau. Et son premier truc, c'était est-ce que t'es sûr que t'es la bonne personne pour lancer ça ? Parce que franchement, t'es pas expert sur la transition écologique, t'es pas journaliste non plus, est-ce que tu sais poser des questions, t'es sûr ? Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ce truc de je vais le faire et je vais te montrer qu'en plus ça va marcher. Donc maintenant, ça a marché, ça donne une sorte de légitimité, parce qu'avant ça, tu peux parler de ces sujets-là, mais t'es censé écouter parce que les autres sont plus avancés que toi. Et en fait, quand tu commences à travailler sur le podcast, etc., tu deviens une voix. Et quel que soit ton nombre d'épisodes, quelle que soit la qualité de ce que tu fais, juste, t'es une voix et t'es catégorisé comme la personne qui est censée connaître ces sujets-là. Puisque j'ai un podcast sur la transition écologique, alors que dans mon podcast, je pose les questions, je réponds pas aux questions. Mais il y a quand même ce renversement de situation où tu deviens la personne sachante pour les autres, à part pour tes invités, mais pour tous les autres, tu deviens la personne sachante. Et ça, je trouve que ça a beaucoup changé parce que, à côté de ça, tu deviens aussi la caution verte. Parce que du coup, quand tu as des amis qui sont moins engagés ou qui n'ont pas encore fait de passage à l'action, de la même façon que tu peux avoir un ami noir quand tu es raciste, tu peux avoir un ami qui a un podcast sur la transition écologique quand tu n'es pas écolo. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et je pense que je sers aussi un peu d'alibi pour certains potes ou certains membres de la famille. Je le vis plutôt bien. Vis-à-vis de la famille, de toute façon, maintenant c'est acté et c'est très facile parce que toute ma fratrie est assez engagée et il n'y a même pas de questions qui se posent. Donc là-dessus, j'ai énormément de chance parce que c'est mon premier soutien, c'est les premiers à me proposer des sujets. C'est des gens qui sont déjà très déconstruits, donc qui ont déjà beaucoup travaillé sur ces sujets-là d'une façon générale et qui du coup ont beaucoup à m'apporter. Par exemple, le mois prochain, j'aurai la petite sœur de ma belle-sœur qui a gagné la compétition de la COP des jeunes. Donc ça veut dire qu'elle va aller représenter la France à la COP 29 et donc on va pouvoir faire un épisode sur son passage à la COP. Donc en fait, c'est un microcosme, mais en même temps, c'est tellement facile et tellement pratique d'avoir une famille qui est déjà engagée parce que je trouve que ça me facilite énormément la vie, quoi. Vis-à-vis des amis, comme j'ai la famille à côté, c'est assez facile, je trouve, d'être justement le faire-valoir pour ça. Parce que du coup, j'ai pas besoin de l'être dans tous mes réseaux. J'ai pas besoin de l'être avec ma famille, avec mes amis, avec d'autres groupes. J'ai besoin de l'être avec seulement quelques groupes et donc c'est beaucoup plus simple de le vivre, j'ai pas besoin de le supporter en permanence, quoi. Et donc avec mes amis qui sont essentiellement mes amis d'école, je pense que c'est assez facile et ça devient presque un jeu d'être ce faire-valoir là. Il y a un hashtag qu'ils ont créé spécifiquement qui s'appelle The Big Shit à la place de The Big Shift. À chaque fois que je fais une action qu'ils estiment n'être pas socialement juste ou écologiquement réaliste ou soutenable ou ce que vous voulez. Donc typiquement, je racontais que j'étais allé au Maroc pour les 30 ans d'un ami parce que j'étais jamais allé le voir alors que ça fait 6 ans qu'il habite là-bas. Là, j'ai eu des The Big Shit à n'en plus finir. J'ai l'impression que à la fois on en joue, à la fois je suis leur caution, mais d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un des meilleurs moyens de les sensibiliser sans avoir besoin vraiment de le faire de façon explicite. Juste le fait d'être présent, ils savent qu'il y a Xavier qui regarde. Et la plupart du temps, dans la conversation commune, s'il y a quelqu'un qui partage un truc, ils savent très bien où est la limite. Et du coup, Xavier va pas te louper, il sort régulièrement dans la conversation des copains,
Parce que, en fait, ils ont très bien conscience, et ça montre aussi que tout le monde a conscience de là où on en est, de ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, et on sait que de temps en temps, on franchit la ligne, on fait un pas de côté, on accepte quelque chose qui n'est pas forcément exactement ce qu'il faudrait pour notre société ou pour l'écologie d'une façon générale. Mais ils savent, et je trouve ça intéressant qu'ils aient un peu le garde-fou de il y a Xavier qui va te taper sur les doigts si jamais, parce que du coup, ça devient un jeu, mais c'est soutenable pour eux aussi, quoi. Dans la foulée de la création d'Eco Studio en 2020, Jérémy sort son podcast « Ça fait un bail », devenu depuis le podcast numéro 1 de l'immobilier, avec près d'1 million d'écoutes. Xavier, lui, a attendu un peu plus longtemps, avril 2021, pour lancer le sien. Pourquoi ? Lui, il savait déjà ce qu'il avait envie de faire. Moi, je ne savais pas trop encore. Et on a pris le temps de travailler sur son podcast. Au début, c'était la première fois qu'on faisait un podcast. Donc, on a pris le temps de travailler sur un podcast. Et c'est moi, à un moment où je me suis dit, Jérémy a son podcast, on travaille sur l'agence, j'aimerais bien créer quelque chose. Et c'est quand même lui qui m'a poussé sur la création, etc. Sans Jérémy, j'aurais pas lancé The Big Shift. C'est un podcast que j'ai créé parce qu'on s'est poussé l'un l'autre, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 1 an. Donc, ça a été une aide précieuse pour le lancement de ce podcast-là. Au-delà de Jérémy, j'ai toujours eu à la fois une appétence pour le business et pour l'écologie. Je ne sais pas si c'est une dissonance même, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire entre les deux. Mais le travail, plus qu'avec Jérémy, c'est plutôt moi, mes ambitions, la façon dont j'ai grandi. On m'a inculqué 5 ans d'école de commerce sur travailler dans un grand groupe, etc. J'ai fini par monter ma boîte et en fait, il y a tout ce truc de comment est-ce que je fais pour faire grandir ma boîte, comment est-ce que je fais pour la rendre soutenable, pour la rendre souhaitable pour notre société, comment est-ce que je fais pour lui donner des objectifs qui sont à la fois rentables pour me garantir une sécurité financière, sachant que je pense en plus personnellement avoir une sorte de peur du manque financier. Et donc, il y a un vrai truc en interne chez moi sur où est-ce que je place le curseur de je fais grandir ma boîte et j'essaye de la garder dans les limites planétaires. Est-ce qu'en tout cas, elle est dirigée vers quelque chose qui est bon ? Et c'est plutôt dans ce sens-là que je me pose. Et avec ça, Jérémy, lui, m'apporte énormément sur la vision business. Ça, c'est sûr parce que c'est son pilier. Et là-dessus, je pense que oui, effectivement, de temps en temps, Jérémy, il a des ambitions qui dépassent le cadre strict de ce que je pourrais imaginer comme étant écologique. À côté de ça, sans cette ambition, je pense que je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui et je n'aurais pas monté ce que j'ai monté avec ça. Il y a quand même un sujet autour de l'argent dans l'ESS où la plupart des gens qui aimeraient bien travailler là-dedans, finalement, de temps en temps renoncent parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Quand je crée un podcast sur la transition écologique, je le crée de façon à me dire, ok, moi j'ai envie que ce podcast il soit en mesure de créer une situation économique favorable, qu'il puisse être un exemple pour que d'autres sur des thématiques d'engagement sociétal ou de transition écologique puissent aussi faire la même chose, parce que j'ai envie de pouvoir montrer qu'il peut y avoir de l'argent dans l'ESS aussi. Et pour moi, c'est indispensable de réussir à rediriger des fonds vers l'ESS, parce que sinon on n'y arrivera pas à faire cette transition écologique. Et donc j'ai aussi ce sujet-là qui me vient souvent en tête. Et c'est aussi grâce à Jérémy, j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui de l'argent en tant que moyen et beaucoup moins peur d'aller demander de l'argent à des marques qui ont envie d'être sponsors de The Big Shift. Et ça, je pense que c'est Jérémy aussi qui me l'a mis dans la tête. Disons que l'argent n'est pas une fin, mais l'argent est un moyen hyper important pour nous. Et donc en fait, si j'avais pas eu Jérémy à mes côtés en 2021-2022, j'aurais pas eu mes premiers sponsors 6 mois après le démarrage du podcast, à peine. Et j'aurais pas valorisé ce que j'avais produit aussi bien que ce qu'on a fait, quoi. Donc je pense que là-dessus, c'était un peu indispensable de l'avoir à mes côtés. En soi, l'entrepreneur, le visionnaire et celui qui voit quelque chose, qui voit la suite, c'était Jérémy dans l'histoire. Moi, je suis plutôt le gestionnaire qui va me dire, ok, on a ça comme objectif, comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et Jérémy, lui, c'est celui qui... alors de temps en temps, il faut le recadrer, parce qu'il a à peu près une nouvelle idée tous les 3 mois, et si on l'écoutait, la boîte changerait à peu près 4 fois par an. Mais du coup, c'est quand même la personne qui insuffle à chaque fois le lancement d'un nouveau projet. Donc, je trouve que c'est important d'avoir ces 2 aspects-là, parce que... et j'ai pas envie non plus qu'on se dise qu'il y en a un, c'est l'accélérateur, et l'autre, c'est le frein. Parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels c'est pas le cas. Mais le fait de pas se mettre de contraintes, que ce soit des contraintes sociales, écologiques, etc., pas les avoir dans la tête, parce que de temps en temps, pour moi, c'est un frein, parce que je réfléchis à des solutions, et je me dis, ah oui, mais attends, est-ce que vraiment on peut faire ça ? Et lui, il se pose pas cette question-là.
Et donc, ou alors il se la pose plus tard, ou alors il se la pose si je la lui pose. Et du coup, en fait, ça nous permet d'avancer vachement plus vite quand même. J'entends que Jérémy a permis de décomplexer Xavier dans son rapport à l'argent et d'affûter son esprit entrepreneurial grâce à un redoutable sens des affaires que j'ai moi-même pu constater lors de ma formation avec eux. Du coup, je suis assez curieuse de comprendre comment Xavier voit le rapport à l'écologie de Jérémy. Je pense que l'écologie, pour lui, c'est une opportunité. À la fois une opportunité de nouveaux marchés qui s'ouvrent, à la fois une opportunité de toucher des nouvelles personnes. C'est une des personnes les plus opportunistes que je connaisse. Il loupera jamais l'opportunité qui lui permettra d'atteindre un de ses objectifs. Et je pense que c'est comme ça qu'il gère à peu près tout ce qui touche à des choses qui peuvent être valorisables. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'écologie aujourd'hui qui répondent à ces critères-là. Les entrepreneurs de la food tech qui font de la viande végétale, etc. Je suis pas sûr que ce soit des gens qui sont écolos de la même façon que moi je suis écolo, parce qu'ils sont hyper touchés par les questions de migration climatique, parce qu'ils sont hyper touchés par les questions de perte de la biodiversité, de méga-feux, etc. En revanche, je pense qu'ils sont touchés par l'écologie parce qu'ils se disent tiens, il y a un marché, il y a des gens qui en veulent, et moi j'ai une solution que je peux apporter. Et c'est complètement OK, de mon point de vue, de se dire je vais lancer une boîte de la transition écologique parce que je suis intéressé par ce sujet-là. Et je pense que Jérémy, c'est vraiment comme ça qu'il voit l'écologie. Cette description me rappelle le travail réalisé par l'association Destin commun, dont la raison d'être est de bâtir une société plus soudée. Dans une France aujourd'hui fragmentée et polarisée, elle a identifié 6 familles qui se définissent par leurs croyances. On y trouve notamment celle des libéraux optimistes, qui me semble bien correspondre au profil dépeint par Xavier. Représentant 11% de la population française, les libéraux optimistes, plutôt jeunes et urbains, perçoivent l'avenir avec confiance. Pragmatiques, ils ont des appartenances fortes, sont ouverts au monde et valorisent l'indépendance. Si Xavier a révélé qu'il ne devait pas moins que l'existence de son podcast The Big Shift à Jérémy, que pense-t-il, lui, apporter à son associé dans le cadre de leur relation professionnelle ? Ce que je lui apporte, c'est de la réflexion sur les invités qu'il va avoir, sur comment est-ce que lui voit aussi le futur de l'immobilier. Il y a énormément de sujets liés à la transition écologique, quand on parle de rénovation énergétique, quand on parle de taux de vacances des immeubles qui sont énormes et qui sont des enjeux socio-écologiques monumentaux. En fait, il y a énormément de liens, et on pourrait se dire en fait que ces sujets d'immobilier et d'investissement sont complètement décorrélés de mes sujets de transition écologique. Mais en fait, moi, j'apporte aussi une grosse réflexion sur comment est-ce que tu peux faire pour faire de l'immobilier responsable, de l'investissement responsable. Il y a plein de solutions qui existent. Pour la première fois avec Jérémy cette année, on a réussi à avoir un sponsor commun sur Ça fait un bail et The Big Shift. C'est une solution qui permet d'investir dans des quotas carbone européens. Et en fait, ça correspond à la fois à ce que souhaite mon audience, c'est-à-dire trouver des solutions d'épargne qui sont responsables et en plus qui sont un peu dynamiques, parce que j'ai beaucoup de CSP+, urbains qui sont habitués à pouvoir investir avec des rendements qui sont assez intéressants, plutôt que dans d'autres situations où la plupart du temps, quand tu investis dans l'ESS, tu récupères quand même assez peu parce que tu investis sur un projet qui te tient à cœur. Et d'un autre côté, toute l'audience de Jérémy est hyper intéressée parce que c'est un investissement peut-être un peu risqué, mais qui a un retour qui est impressionnant. Et on a réussi à trouver un common ground, un socle commun vraiment qui correspond à la fois à Ça fait un bail et à la fois à The Big Shift. Et ça, c'est moi qui l'ai apporté, par exemple. Dans la relation, je pense que je lui ai apporté effectivement peut-être cette déconstruction, montrer les liens entre transition écologique, justice sociale. On discute très régulièrement des apports économiques, écologiques, de ce que doit faire un État, de l'intervention étatique. C'est des sujets qui dépassent largement le concept de notre entreprise, des impôts qu'on paye, du côté social un peu micro, mais on s'apporte beaucoup de choses très macro aussi dans nos réflexions. Parce qu'effectivement, peut-être que moi, je suis passé un peu plus à gauche que je ne l'étais quand on s'est rencontrés. Peut-être que lui, il est passé un peu plus libéral que quand on s'est rencontrés. Et donc, en fait, ça nous permet aussi de bien échanger. Et je trouve ça indispensable, d'ailleurs. Nous, les écolos, nous avons parfois du mal à accepter de sortir de notre bulle. Et nous avons tendance à rester dans un entre-soi confortable et rassurant, mais qui n'aide probablement pas toujours à faire société, ni même à faire avancer notre cause. Je trouve donc la relation de Xavier et Jérémy extrêmement intéressante et j'ai envie de mieux saisir quelles peuvent être les clés pour que cela fonctionne. Il y a un gros sujet, c'est la communication.
Et je pense que quand tu es l'écolo et que tu parles à la personne qui l'est peut-être moins, le sujet, c'est de ne pas antagoniser, d'essayer de comprendre ce que l'autre vit aussi. Je pense qu'il y a un truc que je faisais peut-être au début qui était venir avec le « je suis pas très d'accord, mais pas avoir de solution ». Venir avec la contrainte ou venir en se disant « ah, c'est chaud, franchement, je suis pas hyper à l'aise avec ça » et avoir rien derrière à proposer. En fait, je trouve que c'est pas OK parce que du coup, ça veut dire, même si ça correspond pas forcément 100%, si la personne vient avec une solution, que ça permet de rendre une boîte rentable, que ça nous permet de vivre et que toi, tu te dis non, mais qu'il n'y a rien derrière, ça marche pas. Donc, en fait, si tu es pas d'accord et si tu as besoin de dire quelque chose, il faut que tu viennes avec une contre-proposition, un contre-argument. Et donc, en fait, c'est assez facile d'arbitrer une fois qu'il y a deux propositions sur la table, quoi. Avec Jérémy, à plusieurs reprises, on a fait des épisodes en commun. Donc, c'est-à-dire que je suis passé sur Ça fait un bail pour expliquer à ces 40 000 investisseurs audience ce que j'imagine être un investissement responsable pour de l'immobilier. Donc ça veut dire éviter de faire de l'investissement passif où juste on laisse vivre des immeubles, mais en fait faire des investissements actifs où on va s'intégrer dans un syndic de copropriété, où on va essayer de faire gagner quelques lettres de DPE à l'investissement qu'on va faire, de respecter les loyers encadrés, etc. Et donc toutes ces pratiques qui en fait peuvent aider sa communauté à un passage à l'action. Donc il y a vraiment tous ces sujets-là. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu entreprends de toute façon avec quelqu'un avec qui tu n'as pas uniquement des centres d'intérêt croisés, de toute façon, tu vas trouver des socles communs, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur n'importe quel autre sujet, et juste, il faut essayer de les identifier, quoi. Et nous, je pense qu'on les a bien identifiés. C'est qu'est-ce qu'on est OK d'accompagner comme entreprise. Donc là, il y a deux situations dans lesquelles moi j'ai refusé des sponsoring de la BNP par exemple et Jérémy était OK avec ça parce qu'il a compris pourquoi je le faisais. En février 2023, 3 associations, les Amis de la Terre France, Notre Affaire à tous et Oxfam France, ont assigné la banque BNP Paribas en justice pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique. Elle pointe notamment du doigt le fait qu'elle ait été le premier financeur européen du développement des énergies fossiles entre 2016 et 2021. Et le 3e depuis, d'après les rapports de l'association Reclaim Finance. Et plus récemment, la banque a fait encore parler d'elle, pour un sujet autre qu'environnemental. En plein massacre à Gaza, la BNP a financé Israël à hauteur de 2 milliards de dollars. Je suis donc bien heureuse, personnellement, d'avoir fini par les quitter, et que mon épargne ne serve plus à financer ce type de projet mortifère. Et je salue la décision de Xavier, courageuse quand on est entrepreneur. En revanche, on a accompagné une entreprise de data marketing avec laquelle j'étais moins à l'aise, mais j'avais pas de solution. Et je savais pas trop expliquer facilement pourquoi j'étais pas d'accord. Cette entreprise-là, on l'a accompagnée. Ça n'a pas duré éternellement, mais on a lancé un podcast avec elle. C'est vraiment une histoire de compromis, une histoire de se dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter, quel est l'état de l'entreprise aussi, parce que du coup, si tu es en dèche de trésorerie à un moment et qu'on vient avec une solution, même si elle n'est pas toute blanche, qu'est-ce que t'en fais ? Donc à chaque fois, c'est de l'arbitrage. Et de toute façon, il n'y a pas de tout noir, tout blanc, jamais. Et donc en fait, c'est avec la personne avec qui tu travailles en ce moment, est-ce que tu es prêt à faire ça ? Et puis sinon, il faut éventuellement parler d'une séparation, quoi. Si c'est plus du tout en ligne avec ce que tu imagines. Et donc nous, on n'est jamais arrivé à ce stade. On n'a pas eu de recadrage sur la partie écologique. On a tous les deux en fait un attachement aux projets sociaux. Donc en fait, on accompagne volontairement assez bien ces projets-là. Globalement, on a de la chance parce que les entreprises qu'on accompagne viennent ou alors de son podcast ou alors du mien. Et donc c'est quand même des entreprises qui ont des vrais sujets de société sur les bras. On n'accompagne pas trop de boîtes qui sont mortifères. On n'a jamais accompagné de boîtes qui ont des liens avec l'énergie fossile. On n'a jamais accompagné de boîtes qui ont des liens avec l'armement. Et donc en fait, les sujets sont assez faciles de se dire oui ou non. Et depuis qu'on travaille beaucoup sur la formation, on attire aussi des gens qui nous ressemblent, je pense. D'avoir un podcast sur la transition écologique et d'accompagner des gens sur le podcast, j'ai beaucoup plus facilement des gens qui viennent et qui me disent moi j'ai un podcast parce que j'ai envie d'interviewer que des dirigeants engagés. Moi j'ai un podcast parce qu'en fait j'ai envie de parler d'hypersensibilité. Et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec l'écologie et l'hypersensibilité, donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Et donc en fait tu fais des effets boule de neige qui font que c'est de plus en plus simple quand même. On n'a pas une friction sur notre entreprise qui est majeure. Le dernier compromis que j'ai fait, et Jérémy est bien au courant, c'est que pour développer notre formation, j'ai accepté qu'on fasse de la publicité sur Meta.
On avait tous les deux l'objectif de se dire on veut accompagner plus de gens à lancer leur podcast. Parce que ça a été, en 2023, ça avait été un des trucs qui nous avait fait le plus kiffer, tous les deux. C'était de passer du temps à lancer des nouveaux projets avec des gens. Et en fait, on a ce pouvoir de lancer 20 nouveaux médias chaque mois. Et on a trouvé ça absolument incroyable. Et en plus, en fait, d'accompagner les personnes qui sont derrière, c'est top. Jusqu'à ce moment-là, on avait toujours fait que ce qu'on appelle de l'organique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des posts sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui nous suivent, qui écoutent ce Big Shift où ça fait un bail et qui disent moi, j'ai envie de lancer mon podcast avec vous. Jusque-là, on avait réussi à avoir 5-6 personnes par mois à peu près juste avec ça. Et là, on s'est posé la question de oui, mais si on veut en accompagner 10 par mois, parce qu'en fait, si on en accompagne 3 par mois, on n'est pas rentable. Et on n'a pas trouvé de meilleure solution que de se dire faire de la publicité. Et si tu l'as fait sur les réseaux sociaux, il faut aujourd'hui passer par Meta jusqu'à ce que tu puisses faire autre chose. Mais pour le moment, c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu un mal pour un bien parce que on accompagne des projets qui ont vraiment du sens, autant pour les personnes qui les portent, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ont besoin de changer de vie, qui ont une envie folle de mettre une passion au centre de leur vie. Et le podcast, c'est une des meilleures façons de le faire. Et du coup, autant que pour l'audience, parce que du coup, j'ai l'impression de travailler aussi à la pluralité des médias, qui est un sujet que je trouve indispensable aussi pour la transition écologique et la transition sociétale d'une façon générale, qui est qu'on a trop peu de médias et qu'ils sont trop concentrés. Et en fait, si tu travailles à lancer des podcasts qui sont réussis sur plein de sujets différents, tu travailles aussi à la pluralité des médias. Et donc, j'ai l'impression que c'est un objectif qui se vaut aujourd'hui. Et donc, je suis prêt à faire cette concession-là parce que j'ai l'impression que ça a du sens derrière, quoi. Bonjour à tous. Ils s'appellent Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel ou Patrick Drahi. Ils sont puissants, très riches et possèdent les médias que vous regardez, lisez et écoutez. Aujourd'hui en France, 11 milliardaires possèdent plus de 95% des hebdomadaires nationaux, 87% de la presse quotidienne régionale et la moitié des audiences TV et radio. En 2024, Reporters sans frontières a positionné la France 21e seulement dans son classement sur la liberté de la presse. Même si je ne l'avais pas totalement intellectualisé au début, il s'avère que j'ai lancé mon podcast avec une réelle volonté de traiter des sujets souvent négligés, ou pire, déformés par les médias traditionnels, et de rétablir la vérité sur des personnes pouvant être caricaturées au mieux en amish, au pire en éco-terroristes, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent avec Valérie Pommier. Je tiens à mon indépendance éditoriale et j'essaye d'avoir une approche qui tend plus vers le journalisme d'investigation que la course au clic. Par conséquent, je me sens très solidaire d'initiatives comme la toute nouvelle coopérative COP Média, qui œuvre pour un paysage médiatique pluraliste et de qualité, pilier indispensable d'une démocratie, en soutenant les médias alternatifs et indépendants. Et même si nous avons une approche financière différente pour nos podcasts, le mien étant intégralement autofinancé pour le moment, je me retrouve bien dans ce que Xavier partage. La fin est bien supérieure, à mon sens, finalement, aux moyens et bien supérieure à la culpabilité que tu peux en ressortir. Ou, je sais pas, j'essaie de mieux peser maintenant le moyen que j'utilise en face de la fin que je vise, plutôt que de juste culpabiliser sur moyen jusqu'à me détester, quoi. Et je pense qu'au tout début, j'ai été peut-être un peu aigri. Je refusais d'acheter plein de trucs. J'avais que des vêtements troués parce que j'étais vraiment passé dans l'extrême inverse en me disant je veux surtout plus ça. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir été un peu aigri sur ces sujets-là. Et du coup, ça se ressent aussi sur des relations, sur les conversations que tu as avec les gens. Tu es plus froid, tu juges plus vite. Et j'ai envie de sortir de ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi un moyen de sortir de ça, de se dire vas-y, on se calme, on accepte des trucs. Et peut-être que c'est grave sur certains points, mais il faut peser le pour et le contre, quoi. C'est ça le plus important. Ce qui a été peut-être le plus difficile à mettre sur un pied d'égalité avec Jérémy, c'était les ambitions pour l'entreprise. Au moment où on a trouvé le business model actuel, donc ça devait dire peut-être il y a 2 ans, Jérémy il voulait au début en faire une entreprise qu'on peut passer à l'échelle, sur laquelle après derrière on est des gens qui travaillent et puis nous on peut bien en vivre en y passant beaucoup moins de temps. Là-dessus, on avait peut-être des petits décalages d'ambition où Jérémy voulait quelque chose de gros, qui se voit, qui est beau, etc. Et moi, je voulais un truc qui tourne et qui nous pose pas de problème. C'est-à-dire, je veux sortir du qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Quand tu es entrepreneur, souvent, tu te poses cette question-là. Et moi, mon objectif, c'était ça, être serein, avoir une belle boîte qui tourne. Et je pense qu'on a trouvé un bon juste milieu. On a pas mal discuté sur ces points-là pour se mettre d'accord sur un niveau de salaire qui nous correspond à chacun. On est parti en se disant, OK, qu'est-ce qui fait que toi, tu dirais c'est bon, la boîte fonctionne. Et donc on s'est dit OK, moi
en tant qu'entrepreneur, avec le temps qu'on dépense sur cette boîte-là, si on arrive à sortir 5 000 € net par personne avec nos équipes à côté, etc., on sera très heureux. Ça correspond bien à mon idée de ma sécurité financière. Il y en a beaucoup qui diront que c'est beaucoup. T'en as qui diront que en fait, c'est plutôt 10 000. Et puis ça dépend des milieux dans lesquels tu évolues de toute façon. Mais on s'est toujours dit avec Jérémy que... à partir de là, cette ambition, on se donne tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif, de pouvoir se dire on vit tranquillement et on ne met pas la boîte en danger si on se verse ça. En fait, c'est assez facile de mettre la barre de ton ambition quand tu pars de tes besoins à chacun. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on a fonctionné. Pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur, le tandem de Jérémy et Xavier semble en effet fonctionner de façon assez fluide au travail. Mais est-ce aussi le cas quand ils basculent dans la sphère privée ? On a beaucoup séparé la partie pro de la partie vie perso et de notre groupe de potes. Et on est capable de partir 4 ou 5 jours en vacances ensemble et de ne pas parler de taf du tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait assez rarement et qui marche très bien pour nous. Et du coup, ça permet aussi d'aborder les sujets sur l'écologie de façon différente parce que tu les abordes pas de la même façon au travail où là, c'est le prisme des clients, de l'ambition, des podcasts qu'on accompagne, etc. Et en perso, où là, ce sera plutôt les derniers voyages que tu fais, les barbecues qu'on va faire avec les copains. Et du coup, en fait, les sujets sont pas les mêmes et j'ai l'impression qu'on peut s'influencer aussi sur des prismes qui sont pas les mêmes en fonction de si on est au travail ou si on est entre potes. Et ça, c'est assez intéressant aussi. En écho à la raison d'être de Destin commun, je sens Xavier et Jérémy convaincus que ce qu'ils partagent est plus important que ce qui pourrait les diviser. Pour conclure, j'aimerais donc savoir qu'y a-t-il d'autre de précieux que cette belle histoire d'amitié et d'association dans la vie de Xavier aujourd'hui. Quelque chose que j'ai de précieux mais que j'ai pas assez, c'est du temps. J'aimerais avoir plus de temps pour des loisirs, pour l'oisiveté. Juste te lever et juste te dire ok là j'ai le temps de prendre le temps d'aller faire une balade, j'ai le temps de d'aller faire mon sport. Et je pense que ça revient aussi un peu avec la sécurité financière quand tu es entrepreneur et que tu te dis si je le fais pas je vais pas bien vivre ce mois-ci et j'ai l'impression de manquer un peu de cette valeur précieuse là. Je me fais accompagner depuis 2 semaines, j'ai une coach sur le sujet de comment est-ce que j'alloue mon temps à ce que je fais et aussi du coup sur toute cette partie déterminer ce qui est important pour moi autant dans mon travail que dans ma vie personnelle pour remettre des priorités, pour potentiellement me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le podcast, après le podcast potentiellement aussi. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça te donne beaucoup de grains à moudre, ça te donne une prise de recul qui est assez intéressante autant sur ton travail que sur les sujets que tu trouves hyper importants où après tu te dis en fait non pas si important que ça. Et c'est du coup dans ce cadre-là où le temps me paraît être une des ressources précieuses à laquelle j'aspire à avoir un peu plus de potentiel pour les prochaines semaines, moi. Le temps, c'est aussi une chose après laquelle j'ai l'impression de courir en permanence dans ma vie. Une des questions qui m'obsède en ce moment, et notamment depuis l'écoute d'un épisode du podcast Nouvel Œil de Victoria Guillaumont, privilégier la qualité à la quantité avec l'ingénieur hydrologue Charlène Descolonges, c'est comment ralentir dans un monde qui accélère. C'est paradoxal. Avec l'urgence écologique, sociale et politique, je ne m'octroie pas vraiment le droit de ralentir. Et pourtant, nous le savons, seul un ralentissement généralisé peut réduire la pression sur les écosystèmes et leur permettre de se régénérer. N'est-ce pas une quête sans fin de chercher à toujours suivre le rythme du système pour tenter de dénoncer, atténuer, réparer les dégâts qu'il cause ? Lien précieux m'a énormément nourri cette année, face aux questionnements qui sont les miens, mais aussi de tant d'autres dans ce contexte infernal. Comme je le dis aussi dans l'épisode pour le podcast de Xavier, il m'a aidé à m'apaiser. Mais il m'a également pris beaucoup de temps. Pour tenir la qualité que bon nombre d'entre vous qui m'écoutez saluent, j'y passe la moitié de mon temps de travail. Et souvent, ça déborde sur mes soirées, mes week-ends et mes vacances. Et je ne crois pas que ce soit tenable, ni souhaitable pour mon écologie personnelle et ma vie de famille. Et comme je ne souhaite ni transiger sur la qualité, ni faire appel à l'IA pour décupler ma productivité, j'ai décidé, pour la 2e saison du podcast qui démarrera en janvier, de changer de rythme. Je fais le choix de me libérer du diktat des algorithmes et de la société, qui nous impose à quelle fréquence publier, pour pouvoir poursuivre dans la durée ce travail que j'estime d'utilité publique. Je vous en dirai plus dans quelques semaines. Merci pour votre fidélité, et en attendant le dernier épisode de la saison, prenez bien soin de vous et de vos liens précieux.